Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast WordPress côté business en partenariat avec l'agence WordPress Amphibie où on va découvrir un nouvel acteur qui utilise WordPress et qui n'est pas, on va dire, un petit acteur. On va voir que l'entreprise qu'on va découvrir aujourd'hui, Veralia, est un gros acteur industriel français, même international. Et donc, on va découvrir ensemble avec nos invités, Sabrina Delantre, responsable communication du groupe Veralia, et Delphine Rowe de l'agence Yuri Neal qui l'accompagne aujourd'hui. Donc, avec ce duo, on va essayer de creuser un petit peu plus quelle est la stratégie de Veralia, quelles sont ses ambitions et comment on va dire, son site WordPress est au service de cette ambition pour atteindre leurs objectifs. Donc, bienvenue, mesdames, dans le podcast et heureux de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Super, merci. Pour commencer, on peut peut-être faire un petit topo pour présenter Veralia, parce que moi, c'était pas une marque que je connaissais de base, mais ça se trouve, j'ai déjà utilisé des bouteilles, parce qu'on va voir, il y a même d'autres choses, d'autres produits. Mais ouais, si vous pouvez me faire une petite présentation pour l'audience, ça serait Alors, super. Veralia, c'est le leader européen de l'emballage en verre alimentaire. Donc, oui, effectivement, des bouteilles pour les vins et spiritueux, les bières, mais aussi des contenants alimentaires qu'on connaît comme les petits pots pour bébé, les confitures, les pots de sauce Une tomate. Voilà. gamme Donc, énorme généralement, au quotidien, oui, on croise au moins un emballage Veralia dans la journée. Tout à fait. Ok, dans la journée, super. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de l'ambition du groupe? Je sais que vous êtes sur plusieurs pays en Europe, même sur d'autres continents, je crois. Oui. Est-ce que vous présentez un petit peu tout ça pour qu'il y ait un maximum de contexte pour ceux qui Alors nous écoutent? effectivement, on est présent bien évidemment en Europe, en France, en Ibérie, en Allemagne, mais on est aussi présent au Royaume-Uni et en Amérique latine, au travers du D'accord. Brésil, de l'Argentine et du Chili, Ok. avec aussi des forces commerciales aux États-Unis, qui D'accord. dépendent de l'Amérique latine, Ok. et en Italie, pardon, j'ai oublié pour nos amis italiens, pour l'Europe. Donc on couvre Ok. ces zones avec une clientèle essentiellement bien évidemment B2B. Mhm. C'est aussi pour ça qu'on est là pour échanger autour de l'écosystème web C'est ça. dans un contexte qui effectivement nous amène à travailler avec des cibles de clients eux-mêmes professionnels Mhm. de l'emballage, enfin, dans le cas des vignerons, des personnes qui ont besoin et qui recherchent des emballages en verre pour leur contenu. D'accord. Et donc, il y a l'aspect production, mais je sais qu'il y a aussi l'aspect recyclage. Donc, c'est qu'il y a aussi, ça doit être aussi une grosse partie Tout de. à fait, alors c'est le recyclage, voire même le réemploi Ouais, aujourd'hui, dont on parle beaucoup en France, mais dans d'autres pays également. Le recyclage, c'est important, c'est une part importante de la matière première qu'on c'est amène dans ça. les fours, d'où l'importance effectivement de jeter au bon endroit Mhm. ces contenus usagés pour qu'ils participent et qui participent aussi au côté donc recyclabilité du verre, Mhm. mais également tout ce qui va avec ce côté recyclage, c'est-à-dire la baisse des émissions de CO2, bien Mhm. évidemment, c'est l'ambition. On est un acteur euh, très ambitieux et très fort aussi sur cette dimension RSE, donc ça fait partie, on en parlera, mais des contenus et des messages qu'on a à faire passer Ok. autour des actions qu'on peut mener pour amener justement à rendre ce matériau et c'est d'ailleurs notre raison d'être, Ok. réimaginer le verre pour un avenir durable. Voilà, et donc c'est l'ambition. Et c'est très intéressant de travailler dans un groupe dont justement le produit même, en fait, fait partie d'une chaîne de valeur qui justement met un point d'honneur justement à être recyclable à l'infini. C'est quand Mhm. même la nature. Et à C'est ça. 100%. Voilà, donc il Ok. n'y a pas de perte dans le verre. Super. On va apprendre des choses en même temps avec le podcast. Et aussi, c'est vrai que le côté réemploi, c'est vrai que c'est au final assez logique, quoi. Pourquoi reprendre quelque chose alors que c'est en bon état et qu'on peut le réhabiliter ou je sais Tout pas à fait. Bon, comment. pour ça, il faut aussi recréer les filières. Et puis, Ouais, on est sur un contenant qui est différent, qui est plus lourd, parce qu'il faut qu'il perdure, voilà, qu'il soit utilisé d'accord. davantage. Mhm. Donc, c'est vraiment une approche différente. Mais on sait aujourd'hui qu'il faut creuser le sujet. Il y a Tout des à fait. initiatives, notamment en France, avec Citeo, qui sont menées justement pour reconstruire des filières qui, bien évidemment, on le sait tous, ont été mises de côté, voire abandonnées il y a quelques décennies et qui aujourd'hui ont toute leur place. Ouais, parce que c'est vrai que c'est logique, mais après, effectivement, remise en place des filières pour avoir des points de collecte, j'imagine, et après toute la logistique pour rassembler tout Voilà, ça, nettoyer les redispatcher au bon bouteilles, endroit. etc. Ouais, ça Donc doit être oui, mais quelque là, chose nous, d'assez. ça sort de notre scope et de notre activité, bien Ok, évidemment quotidienne, mais il faut euh, une, j'allais dire une chaîne mhm. justement qui fonctionne et qui soit justement
la plus aboutie possible dans un contexte, effectivement, où encore une fois, il faut recréer un maillage Mhm. et être au rendez-vous des utilisateurs, puisque voilà, le premier C'est point, c'est ça. quand même qu'effectivement l'utilisateur final, le consommateur que nous sommes tous, Mhm. ait envie de participer à cette action de réemploi. Super. Alors du coup, ça c'est pour le cadre, super. Euh, Maintenant, effectivement, pour communiquer sur tous ces aspects-là, il vous faut un site. Et Ouais, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est donc multi-pays, multilangue, et il y a aussi plusieurs cibles pour le site, parce que au final, c'est pas vraiment le consommateur final qui va venir voir votre site, c'est plutôt, on va dire, des partenaires enfin, du B2B. ouais, Euh, il y a sûrement un aspect RH aussi à creuser tout pour, à parce fait. que je crois que vous avez 11 000 collaborateurs. Ouais, Donc voilà, ça fait du monde à ça gérer fait et du il monde. faut arriver à bien communiquer auprès de toutes ces cibles pour le recrutement, pour les partenariats, pour les investisseurs aussi, je crois. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit, un petit topo justement sur quelles sont les différentes cibles, quels sont les Ouais. différents enjeux pour comprendre un petit peu le contexte de ce site? Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a il y a deux volets finalement en termes de persona et de public ciblés sur nos différents contenus et différents sites. On a d'un côté ce que moi j'anime plutôt, donc autour du récit corporate, de la RSE, des candidats bien évidemment, des investisseurs, des journalistes, Ok. voilà, des publics très classiques d'une entreprise cotée aussi, puisque Mhm. Oui. nous sommes cotés. Donc on a à la fois des obligations, mais on a aussi des publics auprès desquels on doit fournir une information fiable, la plus pertinente possible. Quand on parle de RSE, on essaye voilà de creuser davantage, d'illustrer nos sujets. Donc ça, c'est plutôt mon environnement, j'allais dire. Mais D'accord. bien évidemment, j'ai aussi des collègues plutôt marketing qui, eux, sont plus, j'allais dire, les interlocuteurs des pays pour qui on va avoir moins, j'allais dire, moins d'ambition de notoriété. En tous les cas, les clients vont être prioritaires en termes d'intention, Mhm. alors que moi, je suis plus sur des publics corporate classiques. D'accord. On sait effectivement que les choses sont plus subtiles que ça, mais voilà, à peu près l'étendue, on va dire, des publics auxquels on s'adresse sur notre écosystème dans sa globalité. D'accord. Ok. Et donc après, comment ça se passe, vous, de votre côté? Vous avez au niveau de l'organisation pour après voilà, adresser les bons contenus aux bonnes personnes. Comment est structurée l'équipe derrière est-ce que c'est pays par pays ou c'est le Alors côté c'est France encore qui c'est dirige? encore pays Ouais. par pays. Ouais. Ça c'est historique. Donc on le disait en introduction, mais on est donc un industriel B2B, donc on hérite aussi un petit peu des façons qu'on avait tous de faire dans le Ouais. web en général il y a encore 10, 15 ans, voire plus, pour des profils comme les miens. Aujourd'hui les choses bougent, c'est-à-dire que là où effectivement on pensait à une époque qu'il fallait avoir autant de sites que de pays, que de langues, on commence à réaliser un petit peu la limite Parce que si de chacun cette gère son site à sa exactement sauce, comment on garde une cohérence la dans tout ça? cohérence dans Voilà. le temps et puis guidée par le fait qu'on soit coté. Donc moi j'ai quand même j'allais dire, c'est plus qu'une ambition, c'est la réalité, c'est aussi d'avoir des contenus qui soient alignés, j'allais dire, à travers les différents pays, Mhm. notamment quand on parle justement des sujets RSE, de la stratégie en général. Quand moi je fais bouger les contenus sur le point .com, il faut que les pays puissent suivre. Donc en termes d'organisation, effectivement, on a plusieurs réseaux. Mhm. Moi je suis à la direction de la communication groupe et bien évidemment j'ai des interlocuteurs pays. D'accord. Les choses sont un peu moins dissociées en pays parce qu'on peut avoir des gens qui font du marketing et de la communication. Donc, ils vont devoir, eux, œuvrer avec leurs différents publics, des publics classiques de notoriété comme les nôtres, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, leur public plutôt client, voire prospect Mhm. aussi, des personnes qui seraient amenées à avoir besoin d'un emballage en verre et qui ne nous connaîtraient pas directement, ou en tous les cas, qui auraient besoin de voir l'offre Veralia. Ok. Donc, c'est là où, effectivement, en fonction de la nature j'allais dire, des contenus et des objectifs, on peut avoir affaire en local à des équipes plutôt différentes en fait en fonction des sujets qu'on traite. Et donc Ok. bien évidemment une équipe IT et une équipe marketing group aussi avec des réseaux relativement similaires aux miens. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des indicateurs qu'il y a, peut-être en fonction des différentes cibles, pour mesurer un petit peu la performance et se dire, OK, là, on va dans la bonne direction, ou là, il faut qu'on ajuste. Alors moi je suis encore sur des choses, Mm. je suis clairement sur le point com, on est sur de la notoriété OK. encore, quel que soit le public, j'allais dire, donc on est sur des choses assez généralistes autour de l'engagement, de la volumétrie du trafic, du temps moyen passé sur différentes pages. Donc ça c'est plutôt côté point com. Le pays c'est un petit peu plus orienté client, donc quand même suivre les leads, etc. Essayer de voir quand même comment s'articule un petit peu derrière avec la dimension CRM, le parcours de leurs clients et prospects. Et là, ça varie, je pense, vraiment d'un pays à un autre. Oui, parce que du coup, Euh, chaque pays est autonome, on va dire, sur sa gestion client, c'est ça? oui, tout à fait. Alors, il y a encore une fois, il y a une coordination globale et je sais que mon homologue au marketing group, justement, essaye, au même titre que moi, de commencer à mettre des standards pour comparer D'accord. ce qui est comparable. Mais vous avez des situations, j'allais dire business dans les pays qui sont différentes. On a des pays qui sont à maturité,
avec, si on prend l'exemple de la France ou l'Italie, avec de la production locale. Et puis, vous avez des attentes complètement différentes de forces commerciales aux États-Unis, qui, elles, vont pas du tout avoir les mêmes besoins. Elles ont besoin de se faire connaître. On ne produit pas localement. Et donc là, oui, on arrive à justement une différence de mode de fonctionnement parce que les enjeux sont pas les mêmes. Et donc là, on hérite aussi un petit peu des problématiques et des enjeux des uns et des autres. Et c'est tout c'est tout l'art, j'allais dire, voilà, et de mettre en cohérence pour arriver un jour à quelque chose de plus unifié aussi, mais en tous les cas de se dire qu'on peut avoir des données comparables. Après, moi, sur le point .com, je peux aussi aller un petit peu plus loin parfois. Là, on a eu des campagnes marque employeur, et donc l'idée, c'était d'aller voir des KPI vraiment autour des contenus qu'on avait produits, parce qu'on avait des campagnes plutôt organiques, pas paid, mais avec l'ensemble de l'écosystème, des réseaux sociaux, y compris YouTube pour des vidéos, et des pages avec des articles. Et donc, l'idée, c'était justement d'alimenter les SEO et de voir que la mécanique globale de la campagne fonctionnait. Donc là, je suis allée, moi, un petit peu plus loin dans les données. Et puis, sur la partie investisseur aussi, on va regarder le téléchargement de l'URD, enfin, de documents un peu de référence. Alors, URD, oui, c'est le document d'enregistrement universel qu'une entreprise cotée publie chaque année, qui est un peu voilà, la référence de l'entreprise. Tout y est décrit, voilà, au-delà des résultats. Il y a aussi tout le message autour de la stratégie. Enfin, voilà, c'est absolument détaillé, ça documente plusieurs centaines de pages. Donc c'est assez lourd et c'est vraiment, j'allais dire, l'endroit où on va chercher la donnée quand on s'intéresse à une entreprise, y compris en interne d'ailleurs, parce que si on veut recréer un récit, on se réfère d'abord aux données publiées dans l'URD. C'est un peu la source, on va dire. Complètement. Et on peut aussi aller regarder les téléchargements de rapports RSE. Là, ça m'amène un peu plus, moi, à voir si je peux encore optimiser le parcours de notre visiteur, parce que la problématique qu'on a vue depuis la création de l'écosystème tel qu'il existe en 2020, je n'étais pas encore arrivée dans le groupe, c'était plutôt une logique très émettrice, où on voulait ranger le document là où on pensait, voilà, mais pas du tout là où l'utilisateur pouvait aller le chercher. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait, même sans refondre tout aujourd'hui, arriver à optimiser un petit peu plus, voire parfois à dupliquer voilà, les endroits où on pouvait le trouver, ou en tous les cas mettre des liens pour qu'on soit à peu près sûr qu'on n'ait pas une demande d'un investisseur, typiquement d'un analyste. Il est où le document? Voilà, parce que je ne le trouve pas. Et là, c'est quand même voilà. Sur le web, c'est un peu embêtant. Donc c'est vrai que du coup, si j'ai bien compris, c'est le principal défi pour le site, c'est d'avoir différents tunnels, on va dire, en fonction des cibles, pour pouvoir les amener aux endroits qui vont bien, et pour peut-être pour convertir après pour le client B2B, renseigner peut-être sur le côté peut-être plus B2C, les gens qui ont envie de creuser, et le côté aussi RH, investisseur, et arriver à définir tous ces tunnels, et après suivre aussi tout ça, voir est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'on ajuste, donc j'imagine qu'il y a dû avoir un audit pour aller creuser un petit peu tous ces éléments-là. Oui, on a fait un audit très important en 2023, justement parce qu'on avait peu de données. Donc on avait une idée et une ambition, mais finalement il fallait quand même le soutenir par des données réelles. Alors je pense que la partie éditoriale et cohérence des contenus, on l'a très vite vu, mais on a, avec l'accompagnement des équipes de Delphine, on a pu voir aussi toute la dimension technique, des points de blocage et des choses qui, à terme, pouvaient et devaient être repensées justement pour que, ce qu'on disait tout à l'heure, ces parcours des différents utilisateurs puissent être les plus convaincants possibles et avec un meilleur taux de réussite. Ok. On peut peut-être creuser un petit peu sur cet aspect-là, pour avoir un petit peu plus de détails sur voilà, peut-être ce qui a été mis en place, ce qui a été audité, ce qui était moins bien avant et ce qui a été amélioré et les résultats que ça a permis d'obtenir. C'est un audit global qui est sur forcément l'intention de l'utilisateur final, mais aussi l'attention. Et c'est ça aussi tout notre conseil et parfois la complexité, parce que tu as un côté très performance, mais tu as un côté que porte Sabrina sur la communication et sur la cohérence. Donc il faut trouver vraiment le meilleur équilibre entre les deux. Donc, c'est ce qu'on fait lors de l'audit. Et en fait, ça se concrétise par des audits, par exemple, de référencement naturel pour voir si les sites sont performants ou pas, s'il y a un intérêt à les conserver, à les mutualiser, à faire une fusion. Et il y a aussi dans cet audit toute une partie d'interview de toutes les parties prenantes. Parce que dans ce travail de cohérence globale,
Vraiment, on est dans une ère où tout l'écosystème est fragmenté. Donc, la valeur ajoutée pour une entreprise aussi grosse, ça va être de faire comprendre que il faut rationaliser, qu'il faut désiloter, mais c'est un énorme enjeu organisationnel surtout. Donc, il faut arriver avec des éléments très factuels qui sont liés donc à cet audit, ces audits techniques de tous les sites, de tout l'écosystème digital, et en complément, les interviews de toutes les personnes, de toutes les parties prenantes qui vont avoir en fait des enjeux, comme le disait Sabrina, totalement différents, pour trouver derrière un consensus qui allie la performance business marketing et la cohérence communication. Donc c'est ça tout l'enjeu pour une agence. C'est pas juste le prisme de l'outil qui forcément on doit avoir le bon outil, le bon CMS, mais en fait souvent c'est presque juste le prisme d'une organisation et d'un écosystème et d'une stratégie beaucoup plus globale. Bien sûr, oui. Donc c'est ça qui est un énorme challenge et qui est super intéressant. Et on voit les similarités avec tellement d'autres entreprises et grosses structures et gros groupes qui sont à peu près similaires, souvent avec un siège, nous on en a plusieurs, un siège français et des filiales à l'étranger. Et en fait, c'est intellectuellement super intéressant parce qu'en fait, on accompagne dans cette démarche de stratégie globale et de cohérence finale. Donc ouais, si j'ai bien compris, donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a le site du groupe en .com, ce que vous disiez tout à l'heure, plus après un site par pays, c'est ça, qui, Oui. pour avoir la stratégie de chaque pays. Ouais. Il y en a eu d'autres, mais Ok. voilà, il y en a eu d'autres aussi qui sont venus nourrir au fur et à mesure de l'histoire, j'allais dire, de Veralia, des sites plutôt, soit événementiels. Ouais. Voilà. Donc Oui. ça, c'était aussi l'enjeu. Je sais que côté marketing, quelques actions ont été menées justement en démontrant, bon, voilà, j'allais dire que certains contenus ou certains sites n'étaient plus pérennes ou pas maintenus, tout simplement, et qu'ils n'avaient plus forcément leur place. Donc, on commence aussi à rationaliser en évitant de trop dupliquer, justement, pour revenir un petit peu aux origines. Et effectivement, comme avec pour ambition, j'allais dire future, de rationaliser encore davantage pour avoir un parcours beaucoup plus fluide. Mais oui, on avait des sites de partenariat, enfin voilà, comme beaucoup d'entreprises qui, à une époque, en effet, ont pris le pli à chaque nouveauté, j'allais dire, métier, business, activité, de construire un contenu web, quel qu'il soit, pour pas dire un site. Ok, ben c'est ça, parce que ça, effectivement, l'arbitrage qu'il y a à faire, c'est est-ce que je crée un nouveau site qui va me demander de la maintenance, de la gestion, etc. Ou est-ce que je crée peut-être une section, une partie sur le site existant, le site du groupe, qui va me permettre aussi parce que s'il y a de la communication, peut-être pour parler de SEO, ça va attirer des backlinks, etc. Ça va faire monter la puissance globale du site principal. Donc, c'est vrai que c'est plein d'arbitrage, parce qu'au final, il y a plein de petits sites qui après tombent à l'abandon. En termes de pérennité sur le long terme, c'est un peu dommage. Ah oui, ils nous desservent clairement en termes de SEO, enfin, où ils ont pu desservir à un moment donné la stratégie et le référencement et la cohérence des contenus. Et on voit demain avec l'IA, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques questions clés qu'on poserait sur des dimensions de Veralia. La non-cohérence, j'allais dire, de certains contenus nous amène aussi, je pense, à avoir certaines réponses un peu hors sujet. Ça, c'est évident et je pense qu'on est nombreux quand même à se heurter à cette réalité. Néanmoins, on a aussi, je pense, aujourd'hui peut-être une approche différente dans les entreprises autour de la frugalité, tout simplement. Parce que qui dit multitude de sites, voire même de technologies et de back-office derrière, voire problématique de sécurité, faut les équipes, faut maintenir la sécurité, les back-office en tant que tels, les outils, former les nouveaux acteurs dans l'entreprise quand ils arrivent. Éventuellement, ils ont 2 ou 3 environnements sur lesquels ils doivent agir. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on voyait moins il y a encore, j'allais dire 5, 10 ans, voire plus. C'était une dimension qui n'était pas... les entreprises étaient peut-être aussi dans des situations économiques un petit peu plus florissantes et on regardait moins cet aspect. Je pense qu'aujourd'hui, justement, on a à cœur de démontrer qu'en rationalisant, on a de toute façon un investissement d'un côté, mais une économie de l'autre. Et aussi, une économie en temps humain derrière pour aller maintenir tout cet écosystème encore une fois, comme le dit Delphine, encore morcelé, fragmenté. Okay, donc c'est un chantier qui est en cours. Justement, en parlant de chantier, est-ce qu'il y a on peut avoir peut-être un exemple d'un chantier que vous avez mis en place ces 6, 12 derniers mois pour illustrer un petit peu cette
cette volonté de rationaliser? Alors, côté .com, on est plutôt sur de l'optimisation continue. On a fait une montée de version sur WordPress. On a travaillé sur des éléments techniques, voilà, qui depuis 5 ans n'étaient pas forcément optimaux. Donc, on a eu cette brique qui est pas forcément visible du reste, hein, D'accord, voilà, ouais. des utilisateurs, mais en tous les cas, nous, qui nous permet d'avancer plus concrètement. Après, c'est de mon côté, donc moins côté marketing and sales, mais côté communication. On a travaillé sur la marque employeur, mais en amont, on a commencé aussi à rationaliser, voire à supprimer des espaces employeurs, des espaces de recrutement qui étaient sur des outils locaux. Ok. Et on les a ramenés, on va dire, dans le giron du seul outil groupe dont Du on groupe, ouais. disposait, avec différentes langues par pays. Ça nous permet aussi d'avoir à l'utilisateur, au candidat, de voir l'ensemble des offres dans un environnement cohérent et de pas passer d'un environnement, d'un pays à l'autre, Ouais. parce qu'on peut imaginer qu'un candidat ait aussi, par exemple, en Allemagne, la possibilité de voir des offres allemandes, mais de voir les autres, ça montre la dynamique de l'ensemble de l'entreprise. Et pourquoi pas à terme pour lui, la possibilité de bouger d'une filiale à une autre, voire aller directement en groupe à Paris, etc. Mhm. Donc ça, c'était la première brique, et derrière est venu s'adosser vraiment le côté, j'allais dire, création de contenu et d'identité autour de la marque employeur, puis une campagne qui allait derrière. Mais en termes effectivement purement web, ça a été, je pense, l'un des premiers jalons Ok. de mise en cohérence et de rationalisation. Et ça, c'est déjà plutôt chouette. Ok, super. Et mais du coup, voilà, qu'est-ce que vous avez derrière comme métrique, par exemple, pour rester sur le côté RH, OK, on va faire du contenu en amont, donc réfléchir à quel contenu on va produire, pour ensuite, après, amener les gens sur le site, Ouais. leur faire suivre le process. Alors, j'imagine qu'il y a un formulaire déjà pour filtrer, qualifier. Et après, c'est peut-être, c'est moins web du coup, mais après, quel est le process derrière de qualification, d'entretien? Est-ce que et comment on arrive après à la fin pour avoir un nouveau collaborateur? Alors, c'est la brique qu'il faudrait aujourd'hui, justement, c'est sur ce Ok. parcours. Mais alors, c'est somme toute logique avec tout ce qu'on s'est dit sur l'antériorité de notre écosystème, et Mhm. j'allais dire un petit peu le côté culturel aussi, hein, parce que dans ces entreprises, parfois, En quand on n'est fonction pas B2C, c'est vrai qu'on a du mal aussi à coller, j'allais dire, aux règles du B2C. Et finalement, ce côté analyse, parfois, il est un petit peu mis de côté longtemps, on va dire. Néanmoins, il y avait une réalité, c'est que la marque employeur telle qu'on l'a travaillée, elle a déjà positionné un petit peu la proposition de valeur, les convictions, quand même avoir un récit. Mhm. Mais derrière, travailler vraiment sur de la notoriété. Quand on travaille en B2B, a fortiori des métiers comme les nôtres, on a une vraie problématique de visibilité de nos métiers. Un ingénieur dans une usine, enfin, on a plein de talents à recruter, à pérenniser, mais il faut-il encore que les métiers soient connus. C'est Et ça. ça, c'est cette dimension de marque employeur qui a été travaillée, de faire connaître, au-delà des différents parcours qu'on pouvait avoir dans l'entreprise, mais aussi de travailler sur cette notion de, oui, il y a des métiers dans l'industrie, et puis il y a aussi des fonctions support, hein, comme les nôtres, qui sont Ouais. intéressantes, mais qui sont moins connues, parce que ce sont des marques aussi, par définition, qui sont moins connues. Donc c'est vrai que derrière c'est un exercice que j'avais fait dans une précédente entreprise et qui est très intéressant, et j'espère qu'on pourra le faire rapidement chez Veralia. C'est la passerelle suivante, c'est-à-dire à quel moment justement, en fonction de la campagne et des contenus, on arrive à aller vers le recrutement en tant que tel, ou en tous les cas la candidature, Ok. voire même, et pour l'avoir fait en effet par le passé, c'est très intéressant, voir aussi là où ça peut s'arrêter, parce qu'on sait que cette notion de formulaire, etc., parfois à rallonge, peut aussi handicaper le processus de C'est ça, recrutement, c'est notamment chez les plus jeunes. Donc, trouver le bon équilibre. bon équilibre Ouais. entre effectivement le filtre qu'on veut mettre et se dire, OK, mais après, c'est vrai que si on fait quelque chose à rallonge, on décourage les gens. Et du coup, même si au final, ils ont très bonnes compétences, Ouais. ça Mais les ça décourage. se démontre avec Ouais. des chiffres, C'est ça, et c'est là justement, l'enjeu des c'est là qu'il faut entreprises, suivre voilà, après. et de Veralia. Mais encore une fois, on n'est pas les seuls à se heurter, hein, c'est de se dire qu'il faut se mesurer, et c'est quand même la réalité pour demain aussi, hein, pour démontrer les investissements et la pertinence, et d'ailleurs parfois aussi des désinvestissements s'il le faut, mais D'accord. se dire que oui, il faut mesurer de toute évidence pour prouver et démontrer effectivement des parcours, ou même parfois des outils qui finalement ont pu être, j'allais dire, certainement logiques à une époque, et des Pertinent, ouais. choix et pertinents. Mais on est quand même dans un domaine qui évolue hyper vite. C'est ça. Et c'est pas de remettre en cause systématiquement ce qui a été fait par le passé. Ça a été fait parce qu'il y avait des bonnes raisons, en fait. C'est juste que la Nous a emmenés situation ici, nous emmènera pas là-bas. économique, le web en général, enfin, tout bouge, et qu'il faut suivre, en fait, tout simplement pour avoir le plus de succès possible, tout simplement. Justement, en parlant de la situation économique, et pour un groupe voilà, de 11 000 salariés, comment est-ce que vous, de votre côté, voilà, vous parliez de rationalisation pour mutualiser peut-être des ressources, on en parlait à l'instant pour le RH. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers comme ça de rationalisation dont vous pouvez parler sur
Peut-être par rapport à une cible en particulier, peut-être que sur le côté investisseur ou B2C Non, pas particulièrement. Je pense que c'est l'ambition justement de la rationalisation qui peut aller plus loin. Moi, je dirais avec le projet qu'on a mené ensemble et la recommandation qu'on a faite, qui est pas mise en œuvre aujourd'hui, mais qui a toute sa pertinence sans doute. C'est l'idée de se dire, alors on n'a pas forcément moins de ressources ou moins d'effectifs, mais en tous les cas, on peut leur permettre d'utiliser leur temps différemment en travaillant nous peut-être davantage en amont sur des modèles, tout simplement, de qui après contenu, sont de l'édito. distribués, Voilà, et que les pays puissent se concentrer plutôt sur des contenus ou sur des services, tout simplement, qui soient dédiés, j'allais dire, plus au business, au métier au quotidien, ok. et de leur enlever un petit peu cette étape amont qui était peut-être de traduire ou dupliquer, donc d'être dans un esprit, alors la rationalisation, mais de l'efficacité en fait, et de se dire que tout ça vient naturellement nourrir un SEO de qualité, justement, avec des pages qui ne se dévorent plus. Donc c'est vraiment quelque chose de global, mais on voit que les choses évoluent. Quand on a commencé à parler justement de ce côté efficacité, rationalisation, je vais pas dire qu'on a des levées de boucliers, mais bon, ouais, mais moi j'aimais bien mon site, mes contenus. Aujourd'hui, je pense qu'avec le temps, parfois le temps est utile aussi pour réaliser, et en local ils l'ont réalisé, que finalement c'était très chronophage de devoir dupliquer, de raconter la même histoire, etc. Et que finalement ils n'avaient pas toujours, alors non seulement les moyens, dans les pays, mais parfois aussi l'expertise, parce que mine de rien, quand on parle de web, même si certains back-office sont très bien faits, d'autres nécessitent aussi qu'on adapte une vignette, qu'on se promène sur Photoshop ou ailleurs, enfin voilà, qu'on ait d'autres compétences et on les a pas toujours à disposition. Donc je crois que plus on va, j'allais dire, pré-mâcher voilà, un certain nombre de contenus, d'identités, de modèles de pages, etc., et plus on leur laissera du temps disponible pour aller travailler eux, justement sur toute cette dimension lead nurturing, etc., et avoir j'allais dire une ambition aussi plus efficace sur leur relation client. Ok, donc ça leur permet, on va dire, de se focaliser sur la spécificité de leur marché plutôt que d'avoir à réinventer la roue dans X pays et Complètement. au final perdre du travail. Ok, super. On parlait de SEO. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de qu'est-ce qui a été mis en place pour le SEO? Est-ce qu'il y a quel type de contenu pour alors est-ce que le SEO peut-être c'est plus pour le B2B ou à la fois aussi pour le RH? Moi, j'ai travaillé sur la dimension du .com, en effet, de façon pragmatique, puisque le SEO aujourd'hui sur le .com, c'est 60% de notre trafic. Donc voilà, c'est quand même important. Alors, moi, j'ai travaillé sur des choses très simples qui n'étaient pas, j'allais dire, prises en charge directement auparavant. Et je suis pas du tout arrivée encore à l'objectif final. Mais c'était déjà de travailler, on parle de cohérence, j'allais dire refaire les fondations. Voilà, les contenus qu'on avait, y compris, on parlait tout à l'heure des contenus de l'information réglementée, tout ce qui est lié justement aux investisseurs ou à la presse. On avait des fichiers qui étaient relativement mal nommés. On avait un manque de cohérence. À chaque fois qu'on annonçait des résultats, les titres étaient pas les mêmes. Enfin, voilà, les balises derrière. Donc, il y avait quand même cette, j'allais dire un petit peu, encore une fois, caricature un peu à l'ancienne. Pouf, je balance, je publie. Ça y est, j'ai publié. Aujourd'hui, j'ai repris un petit peu l'ensemble des contenus pour le ramener. Qui a été mis en place pour voilà, puis j'ai même revu manuellement les contenus qui avaient été publiés depuis 2020, justement pour avoir cette dimension de cohérence dans tout ce qu'on avait et de regarder ce qu'il y avait derrière, voilà, sur les images, enfin les légendes, essayer de maximiser justement cette visibilité et d'avoir. Ça fonctionne plutôt bien. Et sur des contenus plus récents, on en parlait autour de la marque employeur. Finalement, des contenus, des récits de salariés remontent assez bien aussi en fonction des recherches. Je cherchais hier tout autre chose sur un poste d'assistante de direction. Quelqu'un m'avait parlé chez nous. Et finalement, je suis retombée très rapidement sur des témoignages de nos salariés en Espagne, etc. Donc, voilà, plutôt réussi. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore... alors, j'avais mis quand même un point d'honneur à ne pas... Et d'ailleurs, j'ai un peu bloqué les pays, investir, j'allais dire, avec de l'accompagnement SEO, tant qu'on avait cet écosystème technologiquement fragmenté. À un moment donné, soyons, si on veut parler de frugalité, soyons logiques dans notre approche. J'ai souvent cette image en communication de dire, attendez, quand on recrée quelque chose, on va commencer par les fondations. Si très vite on me demande une véranda ou une terrasse, leur dire non, on va recommencer. Voilà, on va reprendre le premier étage et on va y aller. Voilà. Alors là, pour le coup, ça serait des investissements qui seraient vains dans l'absolu. Donc là, on a mis des stops. Mais c'est encore une fois, c'est la notion de maturité aussi qu'on peut avoir parfois. Alors quand je dis en local, c'est pas caricatural, hein, c'est aussi certaines équipes groupes parce qu'on les approche aussi, qu'on leur parle beaucoup de SEO. Mais voilà, à nous aussi de mettre un petit peu de cadre
cadrage, justement, Ok. pour avancer dans un sens logique. Ok, donc ouais, pour revenir justement sur cet aspect international, voilà, qu'est-ce qui a, on a commencé à voir un petit peu ce qui était centralisé et puis plus après laissé au libre, comment dire, au libre choix de chaque pays. Donc on a donc le site, on a les contenus qui sont, on va dire, standardisés et est-ce qu'il y a des choses par exemple qui sont plus laissées en gestion à chaque pays par rapport Oui, à la aujourd'hui, ils sont stratégie quand même, globale? sur la partie marque et communication, ils sont quand même relativement libres. Normalement, effectivement, le D'accord. récit est somme toute cohérent, mais ils ont quand même aussi, ils ont des relations presse en local, Mhm. ils ont des approches aussi de contenu autour de la marque employeur, ils ont des choses à raconter sur la RSE. Beaucoup de pays ont beaucoup de partenariats, justement. Alors, on parlait tout à l'heure du recyclage. Mhm. Au Brésil, il y a un gros partenariat parce qu'il y a des enjeux sur la collecte du verre. Il faut D'accord. savoir que les systèmes qu'on a, nous, qui sont très simples, ne sont pas forcément les mêmes à travers le monde. Donc, le taux de, Chacun voilà, a de sa collecte n'est carte de pas préférence. oui, puis son historique. C'est ça, oui. Nous, c'est facile, hein, voilà, on va déposer, ou dans les grandes villes comme les nôtres, on vient nous chercher le verre, j'allais dire usagé, alimentaire. C'est pas le cas partout. Donc, ils ont beaucoup de dimensions de contenu. D'accord. Et puis derrière, ils ont cet espace client géré avec le marketing, et ils ont aussi quand même l'attitude pour voilà, pour faire avancer leur business en local grâce au web. Ok, super. Et du coup, vous disiez que enfin, de votre côté, vous avez fait un filtrage pour vraiment avoir une bonne harmonisation au niveau des contenus, du récit, de tout ce qui est diffusé. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut en savoir plus un petit peu sur le process? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce que tout doit passer forcément par votre service ou- Alors, sur le récit, c'est facile. Sur Récit Group, la RSE, la marque employeur, c'est facile. Et c'est là, d'ailleurs, où je pense qu'ils ont vu l'arrivée de cette direction de la communication il y a 4 ans. Elle était moins étoffée auparavant. Donc, ils Mhm. ont vu cette dimension, on disait tout à l'heure, nous, être capable de leur apporter des choses, justement, pour qu'ils aient pas à les redévelopper localement. Donc, finalement, quand on apporte les contenus, et puis qu'on leur fournit aussi le matériel, puisque nous, on va leur fournir vraiment même jusqu'à des visuels. Enfin, on va essayer de packager. Donc, moi, j'ai plutôt un rôle de chef d'orchestre, D'accord, ouais. en effet, où je dis, bon, bah voilà, on parlait tout à l'heure du document enfin, D'investisseurs. ouais, URD. Son ancien nom, c'était document de référence, donc je vais vraiment être vue aujourd'hui comme un dinosaure. Et le rapport RSE, donc à moi justement avec les équipes, par exemple RSE Group, d'aller définir comment éventuellement on va upcycler le contenu du rapport RSE pour en faire des contenus web, et derrière de pouvoir donner tous les fichiers sources, de donner les contenus en tant que tel texte au pays pour que aujourd'hui on l'a vu, hein, c'était encore pas mal de duplication, mais au moins qu'il y ait un début de cohérence. Donc c'est pas processé en termes d'outils, c'est Ok. plus processé sur la méthodo, et puis parce que notre réseau communication, on l'alimente et on a des échanges aussi Oui, puis il régulièrement avec faut, eux. j'imagine, former aussi les équipes à l'international pour qu'il y ait justement cette cohérence qui soit bien appliquée. Oui, alors le CMS étant différent entre le .com et les pays, pour le D'accord, coup, puisqu'ils sont sous le CMS fourni par le CRM. d'accord. Et donc là, c'est plus les équipes marketing qui arrivent en support, parce qu'il est un petit peu plus contraignant et moins facile Ok. que WordPress pour eux. Mais effectivement, il faut les former régulièrement, et puis parce que les équipes aussi parfois changent, tout simplement. Mhm. Donc il y a des nouvelles personnes. Et puis ils ont aussi des besoins particuliers de pouvoir, sur certains modèles de pages, créer d'autres types de contenus. Il y a encore quelques années, certaines pages, on pouvait pas mettre de vidéos, etc. Donc D'accord, là où moi j'étais beaucoup plus libre sur WordPress, bien et sûr. voilà, avec quand même une approche assez simple, même pour Mhm. on va dire un novice non plus, mais pour quelqu'un qui Oui, on s'intéressait se au débrouille sujet. dès qu'on a fait un peu de traitement de texte, on peut s'en sortir. Généralement, voilà, qu'on connaît aussi un petit peu HTML pour aller voir si des retours fonctionnaient pas bien, etc. Dans l'absolu, on s'en tire assez bien. C'est Mhm. moins facile pour les pays aujourd'hui. Ok, super. Euh, est-ce qu'il y a des choses, on va dire, on a parlé de chantier tout à l'heure, des choses que vous pourriez conseiller sur d'autres structures, voilà, d'une taille, on va dire, similaire à Veralia, que vous pourriez voilà, conseiller sur peut-être des choses à mettre en place au niveau communication. Alors peut-être ça peut être des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler maintenant, mais des chantiers qui vous semblent pertinents pour ce type de structure. Je pense qu'effectivement, faut avoir de l'ambition, mais il faut peut-être raisonner dans un mode projet, pas tout d'un coup. Voilà, pas très joli comme formule, mais Surtout que c'est voilà, exactement, parce qu'il y c'est a costaud, besoin quoi. de convaincre. Alors c'est costaud en termes de ressources, etc. Parce que c'est sûr que si on parle d'une refonte, il va falloir mobiliser les pays, les personnes qui souvent ont un ou deux, trois fonctions. Parfois, certains font du marketing, de la com, de la RSE, ou l'un ou l'autre. Enfin, donc
on va pas pouvoir non plus, et je pense que beaucoup de structures ont aussi cette contrainte, surtout les acteurs industriels comme les nôtres. Donc plutôt de réfléchir à certes avoir une ambition long terme, et c'est nécessaire, sinon on fait que des petites actions, mais de pouvoir le séquencer dans le temps et d'avoir vraiment la simplification. Travailler en plusieurs phases. Ok. Plusieurs Et ça prend la phases. fondation, ce qu'on disait tout à l'heure. Et Et après, sécuriser, voilà, exactement, les fondations et sécuriser, j'allais dire, le minimum, pas dans un sens moins 10 ans ou négatif, mais structurer une base solide, claire, simple. Quitte à ce qu'un jour, quand l'entreprise évolue, on puisse développer d'autres on services. rajoute des briques. Si on veut grimper l'Everest tout de suite, alors qu'on part de très très loin, sous le niveau de la mer, et effectivement avec parfois, je le disais, culturellement, moins d'ambition et moins d'envie d'investir et de nécessité d'investir et de ressources en général, on a du mal à débloquer des gros projets comme celui-ci. J'ai jamais autant entendu ces dernières années l'expression ranger la chambre. Tu vois, tous mes clients, ils viennent et ils me disent, on va ranger la chambre. Et je suis sûre que c'est ce que tu m'as dit. Alors, aussi. ranger la chambre, je l'ai appris en e-commerce parce que tous les soirs, on rangeait sa chambre dans sa rubrique. Mais voilà, je conçois tout à fait. Donc, ce que Sabrina a fait, c'est qu'en fait, c'est vrai que tu es venue aussi avec un besoin, comme plein d'autres annonceurs, de frugalité. Et donc, la réponse à la frugalité, c'est justement la rationalisation, mais c'est avoir un socle super sain qui passe par ranger la chambre. Donc, quand tu demandais en termes de contenu, tu as déjà ce rangement de chambre de contenu parce que en effet, tu as eu plein de sites, plein de multiplications de contenus, de formats dans tous les sens. Et il y a ce besoin de faire cet audit de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on recycle, qu'est-ce qu'on optimise, qu'est-ce qu'on va retravailler. Et en fait, ça, c'est un énorme chantier. On s'en rend pas toujours compte parce qu'on a toujours eu l'habitude vraiment ces dernières années, de cumuler. Et en fait, le global search, la visibilité dans les LLM, toute cette fragmentation dont on parle, fait que tu as une telle surcharge cognitive pour l'utilisateur final que en fait, la multiplication, toi, de ton propre écosystème va encore plus l'embrouiller. Donc, il y a vraiment ce travail on va tout ranger déjà et on va faire un socle. Et c'est vraiment le travail de Sabrina. Et c'est un travail qui est quand même vraiment de long terme et je trouve assez fastidieux de poser un socle. Et un socle qui fait consensus, là où chacun va après pouvoir ajouter sa spécificité et trouver vraiment son contenu ou ses formats raccrochés à ce socle qui va pouvoir parler à son client final. Donc, c'est ça tout ce travail-là. C'est vraiment aujourd'hui un responsable, un directeur communication doit poser ce socle pour après avoir les briques qui vont pouvoir permettre d'étendre la maison. Mais au départ, la maison, il faut qu'elle soit rangée parce que souvent, tu la trouves en gros désordre. C'est un petit peu même nous le travail qu'on a fait pour notre site, pour notre média, dans une moindre mesure bien sûr, parce qu'il y a beaucoup moins de contenu, mais c'est vrai qu'on avait tendance à publier plein d'articles. Oui. Et puis au bout d'un moment, on se dit mais ok, on veut structurer, on veut travailler son référencement, son SEO, donc on sait qu'il y a des structures en silo avec des pages, des sous-pages, etc. à structurer. Donc est-ce qu'on pourrait pas du coup nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un index des contenus et on a tout listé. Et puis après, on a essayé de voir contenu par contenu. Ok, est-ce que ça, on le garde en article. Est-ce que ça, on ne pourrait pas transformer cet article-là en un guide qui est en plusieurs parties, qui est en plusieurs pages, qui après, il y a du maillage interne aussi entre plutôt que d'avoir juste une sorte de blog fourre-tout où il y a tout. Et donc, on a fait aussi ce travail. C'est même un travail continu parce qu'on continue de publier du contenu en parallèle. Et comme on le disait tout à l'heure, il faut aussi optimiser, se dire ok cette page-là elle fait partie de celle qui se positionne bien sur tel mot-clé, donc on va plus l'optimiser, on va la renforcer avec telle ou telle autre page complémentaire. Donc effectivement il y a plein de jus de cerveau à mettre en place pour structurer tout ça et avoir de bonnes bases. Oui, avoir le socle. Et puis après, nous, souvent, vraiment, la stratégie qu'on met en place pour les clients, c'est l'étape d'après, c'est un peu le Graal, c'est d'avoir une content factory. C'est te dire, justement, j'ai un gros content plan et en fait, je crée des master content vraiment qui sont liés aussi aux insights, souvent insight SEO de qu'est-ce que recherche mon utilisateur final. Et donc, je définis vraiment des thématiques clés. Et après, je fais des master content et à partir de ces master content, en fait, je vais décliner des formats
qui sont propres aux codeurs de chaque plateforme, donc de TikTok si besoin, de ton site internet. Et tu as vraiment ce rebouticage d'un contenu qui est un contenu socle et qui va pas pouvoir se déployer sur tous les canaux. Versus un peu à l'ancienne, qui est du coup pas dans cet esprit de frugalité, on vient nous dire tiens, je voudrais un contenu sur TikTok, tiens, je voudrais un contenu sur Instagram et je voudrais un contenu sur mon site qui soit SEO friendly. Tu vois, en plus avec des équipes souvent différentes qui vont pas se parler. D'accord. En termes de rationalisation, bien sûr, le Graal, c'est plutôt de faire l'inverse, tu vois, d'avoir vraiment cette réflexion de contenu, master content, que je vais pouvoir déployer. Et avant, il y a quelques années, j'aurais dit non, horreur, on peut pas faire le même contenu sur TikTok que sur, surtout sur Facebook que sur Instagram. Et aujourd'hui, je dis mais bien sûr que si. Il faut arroser. Il faut, mais avec la cohérence des plateformes. C'est pour ça, tu vois, d'avoir un master content et après avoir en fait ton contenu qui va s'adapter à Facebook, à la psychologie de la plateforme. Oui, exactement. Mais pas faire l'inverse, pas briefer en fonction des plateformes, parce qu'en plus, c'est plus du tout cet usage-là de la part des utilisateurs, et on le voit toujours par le prisme du tunnel de transformation, mais qui a complètement changé. Google l'avait appelé à un moment donné Messy Middle. En fait, tu peux aller voir un coup le site internet et puis après la marque employeur, mais il faut que tu retrouves ce même message clé, mais qui va s'adapter par rapport aux canaux. Exactement. Et donc, ce travail de socle qui est fait, de rangement, de rationalisation, c'est ce qui est le plus sain pour après passer à l'étape d'après, d'avoir cette vision Content Factory. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un contenu de base qui vient du site, à partir duquel on fait tout ça, ou alors ça peut être peut-être un contenu vidéo qui va... Il n'y a pas vraiment de règles, peut-être. Il n'y a pas toujours de règles, mais quand même, la recommandation, c'est le travail qu'a fait Sabrina avec un audit. C'est déjà souvent le site, quand même, c'est ce qui fait foi. Donc, souvent, tu pars de tes insights SEO pour savoir quelles sont vraiment les intentions de tes utilisateurs, en B2B ou en B2C. Et à partir des intentions, alors après, ça part aussi de l'attention. Toi, qu'est-ce que tu as envie de communiquer sur ta marque? Donc, il y a les deux. Mais à partir de ces deux aspects, c'est là où tu vas définir ton content plan en disant, voilà, j'ai mon marronnier où j'ai mes temps forts cette année, je veux communiquer dessus, mais j'ai aussi ces requêtes ou ces besoins des utilisateurs auxquels il faut que je réponde. Et à partir de ça, je vais créer mes contenus, mes master content, et je vais les déployer en formats qui vont être un format vidéo pour telle plateforme parce qu'il y en a besoin, un format de données structurées pour mon site internet parce que ça répond à des codes GEO, SEO actuels. Donc, c'est plutôt ça, en fait, la logique qu'on recommande d'avoir. Okay. C'est une logique, moi, que j'applique aussi parce que je m'occupe pas que la dimension digitale, enfin, le cas principalement, mais une dimension contenu en communication. Et effectivement, ça fait déjà quelques années, avant même Veraya, où j'expérimente plutôt, justement, c'est en amont, on reprend cette notion un peu de thématique, c'est-à-dire d'événements, au sens large, c'est pas forcément de l'événementiel, mais les temps forts de l'entreprise, éventuellement les sujets ou les moments sur lesquels on souhaite absolument communiquer. Et derrière, on décline en fonction des différents publics. Et pour moi, c'est vrai que j'essaye, alors là, c'est encore une fois, ce sont parfois des barrières un petit peu culturelles, de dissocier vraiment le canal du contenu en se disant non, on va d'abord travailler sur qu'est-ce qu'on veut communiquer, à qui et dans quelle perspective, et on verra. Et j'avais un peu comme private joke il y a quelques années dans ma précédente entreprise, on arrivait dans mon bureau en me disant je veux une vidéo, je dis si tu ressors avec un kemono, ça sera un kakemono. Parce qu'effectivement, je ne veux pas entendre le support en tant que tel. Ce qui m'intéresse sur le business partner en interne, c'est de savoir ce qu'il a envie de communiquer. Et en tous les cas, quel est son objectif aussi métier. Même pas forcément uniquement un raisonnement de business au sens commercial, mais aussi parfois justement d'acquisition de notoriété ou juste de visibilité sur certains publics. Et là, après, on travaille. Donc moi, c'est plutôt le calendrier édito dans sa globalité, justement. Et derrière, quelle forme ça prend et quelle déclinaison. Et dans un esprit de frugalité, effectivement, moi je travaille aussi sur des master content pour le coup. Oui. Et alors nous, on a un canal qui va prendre le lead. Oui. En fonction du sujet. Parfois, ça va être la newsletter interne. Et moi, derrière, je vais faire travailler, alors soit des agences, soit je vais travailler en interne, sur des déclinaisons, par exemple, pour faire une com interne, pourquoi pas LinkedIn. Mais il y en a un,
qui va prendre le lead, qui va être le plus travaillé possible, et les autres qui vont éventuellement suivre ou être déclinés. Et ça peut varier. On peut très bien imaginer que ça soit d'abord LinkedIn ou d'abord le site web, et qu'éventuellement en interne, et ça, alors, pour le coup, c'est vraiment de la frugalité, mais c'est aussi de la simplification. Oui. Et là, oui, on peut aussi avoir j'allais dire quelques mythes internes, plus de contenu, plus de vues, plus de trafic. Il faut absolument démultiplier. C'est souvent quand on doit basculer d'un écosystème à un autre, voire envisager une refonte, qu'on se rend compte de la multiplicité des choses qu'on a pu publier. Ouais. Moi, j'avais travaillé ça au début sur YouTube. Gros chantier en 2022, 2023. Les gens, effectivement, souvent, oui, en interne, et voilà, on les aime quand même, mais je voulais absolument garder, voilà, 10, 15 ans de vidéos, sachant que ces vidéos ne servaient plus du tout notre image, et non plus celle du partenaire. Souvent, c'est fait avec des clients. Ça paraissait tellement daté, voilà. Et ça, travailler sur cette efficacité, dire mais attendez, c'est pas juste de le garder parce qu'il fait des vues, c'est qu'à un moment donné, il dessert notre image, il est plus en lien. Ça, parfois, c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Peur du vide, en fait, de dire que si on communique pas ou si on n'alimente pas, on va disparaître de la vue, on va dire, de nos clients, de nos prospects, des candidats. Et en fait, non, encore une fois, ce que disait Delphine, c'est vraiment ce côté moins, mais mieux. Okay. Mais c'est vrai que la convergence. S'il y a une chaîne YouTube, on va dire voilà, c'est qu'il y avait peut-être des études de cas clients qui datent il y a 6 ans et qu'après c'est plus alimenté. Et donc on arrive dessus en tant que peut-être futur candidat. On se dit, c'est la ville fantôme ici, qu'est-ce qui se passe? Complètement. Parce qu'effectivement, il y a une époque dans les entreprises où on avait de bonnes initiatives et en fonction des changements de direction, des contraintes budgétaires ou tout simplement des ressources, les initiatives s'arrêtaient. Et c'est le parfait exemple parce que oui, le partenariat client, et voilà, à un moment donné, on en a eu dans certains pays, puis ça s'est arrêté. Éventuellement, ça reprend. Moi, je pense aussi qu'effectivement... L'équipe change peut-être. Enfin, voilà, il y a tellement de facteurs. Parfois, l'agence est plus là. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on a une forme d'hétérogénéité de ces contenus qui nous sert pas forcément. C'est là où il faut revenir à moins mais mieux, voire éventuellement plus récent, même s'il n'y en a pas 15, il y en a que 2, mais c'est pas bien grave. Et moi, je pense aussi sur cette dimension de contenu au sens large, on s'éloigne un petit peu, mais ça sert tout à fait le web. C'est le côté aussi être capable d'industrialiser. C'est-à-dire si on prend les partenariats clients, voire même d'ailleurs la marque employeur, ça fonctionne mieux aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut absolument avoir un effet d'échelle aussi et de se dire que les pays sont à même d'utiliser les fameux modèles et qu'on est comme ça à différents degrés, niveaux de géographie, un air de famille plus que certains sur le fond comme sur la forme. Et c'est ce qui nous donne cette dimension grand groupe, en fait, plutôt que d'avoir une collection d'initiatives, comme la collection de sites, qui au final, c'est le digital qui nous a amené à voir qu'effectivement, on avait des choses qui n'étaient pas tout à fait alignées. Et pour moi, c'est la clé. Et c'est ce que tu fais en donnant des templates. Ça passe par ça, l'industrialisation. Sur la marque employeur, ça a très bien fonctionné parce qu'on est parti sur un projet, effectivement, et je pense que c'est un bon exemple. Alors, on partait, j'allais dire, entre guillemets, de zéro. Il y avait déjà eu des témoignages, mais c'était pas du tout dans la même optique. Et c'était encore une fois très morcelé. Là, l'idée, c'était de faire, c'était un challenge interne où les gens pouvaient participer à travers le monde. Et il y avait différents niveaux de jury. Donc, au niveau du pays, de la division, puis du groupe. Et nous, on a donc sélectionné à la fin, au niveau groupe, des témoignages écrits et des témoignages qu'on a mis en vidéo. Mais derrière, les pays continuent d'avoir la possibilité de prendre les témoignages qui n'ont pas forcément été sélectionnés pour le groupe, pour les utiliser aussi. Donc, on a les modèles sur Canva pour les posts. Et en fait, voilà, on a ce côté effet d'échelle, c'est-à-dire qu'on a industrialisé. Alors, certes, c'est en langue locale, mais au moins, on a encore une fois cet effet de « Ah oui, voilà, ça peut vivre ensemble ». Et on a quelque chose de cohérent. C'est un grand groupe qui pèse et c'est pas comme vous disiez, une collection de petites choses qui, voilà, si c'est sur Canva, peut-être que les alignements vont pas être pareils ou la taille des polices, etc. Donc, effectivement, d'avoir une structure, c'est et oui, dans la méthode, oui, on est aussi là pour aller... Voilà, on a l'assertivité nécessaire, mais oui, on est aussi là pour aller vérifier et être sûr que justement les rendus soient cohérents. C'est des choses qui sont pas visibles au quotidien, donc parfois, oui, c'est pas... Mais c'est un courage managérial et marketing, je trouve, tu vois, de dire ça, on kill. Et c'est mieux plutôt que, tu vois, être dans un consensus un peu mou où il va rien se passer. Mais c'est sûr que c'est difficile et c'est du courage de dire ce site-là, on a vu qu'en fait, il y avait 0 trafic ou qu'il y avait trop d'erreurs, il faut le tuer. Les équipes sont pas, tu vois, quand c'est leur bébé, quand en fait, même si t'étais il y a... Ajouter. Exactement. Et donc, c'est un vrai... ça, moi, je trouve que c'est un bon enseignement aussi pour les responsables communication marketing
avoir ce courage de dire ça, on arrête, mais on le tue. Mhm. Et plutôt qu'on l'arrête, mais on laisse vivoter et en fait, on laisse mourir même. Oui. ça va être contre-productif. Tu vois, quand tu as des équipes qui disent bon ça, on le tue, ou tu vois, ça s'est produit pas mal sur les réseaux sociaux, de dire on arrête Twitter /X. C'est des convictions qui sont quand même assez fortes et moi je trouve que ça fait partie du devoir de ces responsables, de ces directeurs, et que c'est pas toujours évident en fait, parce que derrière vraiment en interne t'as ce côté mais t'es sûr, tu crois pas quand même, on le laisse et puis le pourvoir, et le pourvoir il marche pas en fait. Il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Exactement. Effectivement, ce travail, je l'avais presque oublié. Le tout ce qu'on a fait. Mais rappelle-toi, en 2022, la première brique qui était finalement, j'allais dire, la plus facile en termes de mise en œuvre, c'était les réseaux sociaux. En effet, il a fallu aller démontrer, avec les pays, qu'on coupait Facebook. Donc là, c'est vraiment supprimer la page ou laisser la page vide? Non, on a supprimé toute notre présence sur Facebook. Okay. Voilà. En laissant la possibilité d'investir Instagram, si vous voulez, j'allais dire une petite bascule, sachant que oui, pour le coup, localement, par exemple, au Brésil, ça fonctionne vraiment extrêmement bien sur Instagram. Il y a aussi l'aspect local. Il y a des différences clairement culturelles. Un réseau performe plus dans un certain pays que dans un autre. Avec une forte dimension de communication interne, finalement, que nous, on retrouve un petit peu sur LinkedIn, mais qui est très, très vérifiée. Sur place, mais moi j'avais des convictions déjà à l'époque de Twitter parce que je trouvais que c'était pas le lieu pour nous tout simplement, mais ne plus y aller, ne plus l'investir et leur couper Facebook, ça a été difficile. Ouais, couper Facebook c'est compliqué, mais je me rappelle, ça fait vieille webeuse, moi le social c'est vraiment mon premier métier. On regardait, quand j'étais social media manager il y a très très longtemps, on regardait tous la page Oasis, qui était la page française, qui avait le plus grand nombre de fans. Ouais. Ça fait vraiment hyper boomer, de fans. Et à l'époque où il y avait de l'engagement sur les pages. À l'époque où il y avait énormément d'engagement, de jeux concours, où c'était la course au Vanity Metrics du nombre de fans, puis après qui est devenu le nombre de followers. Et en fait, il y a un jour, ça n'a plus marché et on voit qu'en fait, tous les réseaux sociaux subissent la même chose. Instagram, c'est le nouveau Facebook et puis TikTok sera le nouveau. Ce sont des déplacements. Tu vois juste en fait toujours les mêmes mécaniques. Donc c'est intéressant, toujours porté derrière par forcément les ambitions publicitaires. Bon, c'est un autre sujet, mais j'avais trouvé ça tellement courageux de la part d'Oasis de dire un jour on arrête. Et ils ont coupé cette page alors qu'on la suivait tous, qu'on se disait c'est la page avec le plus grand nombre de followers de France. On trouvait que les publications étaient super, qu'ils avaient plein d'opérations et ils ont tout coupé. Et ça, tu vois, je m'étais dit, et c'est super courageux en fait. Versus, tiens, on le laisse un peu vivoter. Si jamais, tu vois, les équipes d'après. En fait, tuer des projets ou tuer des plateformes qui sont plus adéquates, qui sont plus idoines avec ta stratégie, je trouve que c'est ça qui est aussi qui fait partie du métier aujourd'hui des dirigeants marketing ou communication. Moi, une période, je suivais beaucoup Gary Vaynerchuk, je sais pas si ça vous parle, qui est un Américain qui a monté vraiment une boîte de social media, mais qui parlait justement il a écrit plein de bouquins sur la psychologie des plateformes, quel contenu pour quelle plateforme, tout ce qui est recyclage de contenu et redistribution. Il bosse avec des boîtes comme Pepsi, etc. Donc c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est très suivi, mais qui évangélise beaucoup aussi sur sa marque personnelle, sur tous ces sujets-là. Et donc c'est vrai que c'est important de se dire, ok, des fois, oui, on a des objectifs qu'on a pour tel réseau, ne sont pas atteints et on se rend compte que ça fait X temps que ça vivote. Donc on coupe les vannes et puis on va se concentrer avec l'équipe, mettre toutes nos ressources sur plutôt tel autre réseau, et parce qu'on sera plus performant, parce que on s'est rendu compte que l'audience elle a changé. Peut-être que sur Facebook c'est une audience qui est peut-être plus mature, et on se rend compte que la cible peut-être que vous recherchez peut-être pour le RH, c'est peut-être des personnes un peu plus jeunes, et donc on va aller mettre nos efforts là-dessus, parce que il n'y a pas non plus, ça peut pas être à fond partout, même si on a un grand groupe comme vous. Oui, justement, oui, tout à fait. D'allocation de ressources. C'est la question des ressources, et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi. Alors, au début avec les réseaux sociaux, et on y arrivera de toute façon avec le web, c'est la question des ressources et justement du temps passé, voire des investissements financiers, et de se dire qu'il faut mieux bien à un endroit et remplir sa mission que d'être partout à la fois.
et d'y être de façon, encore une fois, trop morcelée, trop petit, entre guillemets, et avec une orchestration justement de contenu, pour le coup, trop importante à absorber pour des équipes qui restent modestes. Ok, super. Bah, je pense qu'on a fait un bon tour, mais peut-être pour conclure, on pourrait parler un petit peu des défis, des chantiers qui sont encore comment dire, à travailler de votre côté. Alors, on a parlé du côté RH, structuration du tunnel Ouais. de conversion. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça sur lesquelles vous travaillez qui font partie de vos priorités pour 2026? Alors, ça sera pas une priorité pour 2026, Ok. définitivement, parce que l'investissement est important, il faut encore convaincre. Mhm. Mais oui, de toute évidence, c'est l'unification de cet écosystème d'une façon ou d'une autre, justement pour tous les raisons qu'on s'est dites auparavant. D'accord. Et c'est encore un travail de fond, justement, où il faut encore démontrer justement la pertinence des nouveaux modèles et peut-être justement envisager des solutions, j'allais dire un peu à mi-chemin, comme on disait tout à l'heure, hein, plutôt brique par brique, peut-être aussi découper les projets peut-être moins ambitieux en termes de délai de réalisation et d'investissement, Mhm. mais peut-être plus pragmatique aussi. C'est peut-être un choix qu'on aurait à suggérer. Donc c'est une réflexion de fond, mais le temps n'a pas été finalement un ennemi parce qu'on se rend compte qu'on sera sans doute beaucoup plus suivi des différents acteurs métiers qui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques années encore, on aurait dit non, non, moi je veux mon site, mon environnement. Et là, en effet, c'est beaucoup de travail, beaucoup de compétences. Si on pouvait, nous, s'occuper plutôt de cette dimension business éventuellement. Et voilà. Donc oui, c'est clairement l'enjeu. Et, Ok, donc pas pour l'objectif. 2026 alors, mais Non, plus pas tout de horizon suite en tous les 2030 cas. sur le. Après, c'est un travail On continu. verra. Il y a donc, aussi, il y a des décisions d'investissement, donc bien les sûr, ouais. dirigeants sont impliqués. Il faut voir à quel moment on est en mesure justement d'aller sur ce chantier qui est, enfin voilà, somme toute, c'est un sacré défi et ça serait vraiment très chouette de pouvoir le réaliser et d'en mesurer les résultats. Je pense Bien que ça sûr. serait vraiment, ouais, Ok, bah, génial. le Bah, merci Graal. beaucoup, Merci. Delphine et Sabrina, pour cette intervention, ce partage, pour ce nouvel épisode donc, de WordPress côté business avec l'agence Amphibie en partenaire. D'ailleurs, je les remercie pour tout ce cadre, donc, pour toute cette nouveauté, mais en tout cas qui permet de creuser un petit peu plus sur l'utilisation de WordPress. Mais bien sûr, on va au global parce que WordPress est qu'un outil pour être au service de toute cette stratégie et qui se place peut-être au centre parce que effectivement c'est peut-être la source qui va Souvent. irriguer, diffuser sur toutes les autres plateformes etc. Mais voilà, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Mettez un commentaire aussi pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je sais que j'ai pas l'habitude de forcément échanger sur des sites WordPress, des projets de cette ampleur, mais voilà, c'était l'idée avec cette série de vidéos pour vous présenter un petit peu l'envers du décor et le fait que WordPress peut être aussi utilisé pour des grands groupes pour servir leur stratégie et atteindre leurs objectifs. Donc merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et merci. Merci à Merci. toi.